Bonjour, bonjour, excellent réveil à tous. Ravi de vous retrouver en ce 16 janvier 2022. Une journée où la météo semble plutôt clémente. C'est le cas depuis pas mal de temps à Alger et ses environs. Mais qu'en est-il du reste du pays et d'autres régions du monde? C'est ce que nous verrons dans le point météo signé Feriel Chir dans un tout petit instant. C'est le point météo avec lequel on débute cette émission. Et au commencement justement de cette émission, nous aurons le plaisir de recevoir notre consultant Farid Aït Saada pour parler justement de l'événement phare de cette période, Cannes 2022, la Coupe d'Afrique des Nations, bilan et aussi retour sur la semaine écoulée. Nous allons aussi retrouver dans un moment notre envoyé sur place, Saïd Fellak, qui nous fera le point sur la préparation des Verts pour le match qu'ils disputeront ce soir à partir de 20h. Les détails, c'est dans un petit moment, mesdames et messieurs. Et puis, deux animateurs de rubrique vont me rejoindre également sur ce même plateau. Morim Oussaïd tout d'abord pour parler des vertus de l'huile d'olive. En cette saison, l'huile est en abondance. Et on va surtout mettre l'accent sur un petit exemple d'industrie semi-traditionnelle, oui, semi-traditionnelle ou semi-moderne, selon ce qu'on veut dire. Et puis, donc, on va parler de cet exemple qui a été développé du côté de Burj Bouarerij. Et puis, Soumaya Zerouali, quant à elle, nous emmènera du côté de Bni Hawa pour évoquer les activités d'un club de plongée très renommé dans la région, qui active énormément et qui a quand même une bonne réputation dans la région de Tipaza. Pour cette matinale, nous aurons aussi le plaisir de retrouver deux invités. Tout d'abord, l'artisane Ania Bouali, qui viendra parler de son expérience, et puis également Mouloud Hassan, ainsi que son ami Mohamed Merazi, deux étudiants de l'université de Blida, qui vont nous présenter leur club scientifique et culturel, le club Ibda. Voilà un petit peu l'essentiel de cette matinale. J'espère que les thématiques vous plairont. Et tout de suite, comme prévu et comme promis, un point météo signé Feriel Chir. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Feriel. Bonjour à vous Radia. Ça va? Ça va, Bien. Ça va. Alhamdoulilah, encore une météo clémente ce matin. Tout à fait, voilà, on y va Radia. Allez-y. Merci Voilà, à vous. avec plaisir. Merci Radia, merci à vous. Merci. Oh, bonjour à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Excellent réveil, ravi de vous retrouver comme d'habitude. Et bien aujourd'hui, en effet, après dissipation de brume, des nuages bas, le soleil s'imposera au cours de cette journée sur l'ensemble des régions du nord, sur la plupart des régions du sud. On notera tout de même des vents assez forts vers l'extrême sud, le Sahara central, engendrant de fréquents soulèvements de sable à partir de l'après-midi, ce qui va réduire la visibilité, soyez prudents. À noter aussi des soulèvements de sable vers le Sahara oriental, des nuages plus nombreux au cours de cette journée au Sahara oriental, remontant parfois jusqu'au sud des oasis. Les températures, les voici. Elles restent saisonnières au nord comme au sud. On notera cet après-midi 16 degrés à Alger, à Oran. Il fera 16 aussi à Tlemcen, 11 Guelma, Betna, 14 Sétif, un minimum de 8 degrés à Al-Bayat, 15 à Nabas, Kikda. Au sud, 15 aussi pour Béchar, Ghardaïa, 17 Hassin Saoud ou la Djellel, 16 Elizi, entre 18 et 17 au Sahara central et enfin 27 le maximum cet après-midi pour l'extrême sud. Place à présent à l'état de la mer. Cet après-midi, nous aurons une mer belle, calme, avec des vents faibles qui varient généralement entre 10 et 15 km/h à l'ouest, quand vers le centre, entre 15 et 25 à l'est. Avant de nous quitter, place ce matin au continent européen. Aujourd'hui en Europe, le temps sera pratiquement couvert, pratiquement partout, excepté vers le sud. Le soleil aura le dernier mot aujourd'hui encore à Rome, à Madrid, à Istanbul, malgré la présence de quelques nuages à Istanbul ainsi qu'à Lisbonne. Côté température, 7 à Istanbul, 15 à Rome, 10 degrés à Madrid, 16 aussi pour Lisbonne, 7 sous un temps couvert et pluvieux à Paris, 9 à Londres, 4 à Berlin, 5 à Vienne et enfin moins 4, seul minimum à Moscou. Le soleil se couchera aujourd'hui à 17h56. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 www.meteoalgerie.dz. Je vous remercie pour votre attention. Prenez soin de vous et à tout à l'heure. La
La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis أينما كنتم. Merci beaucoup, Feriel, pour ces Présenté. précisions. J'espère aussi que la météo sera clémente du côté du Cameroun aussi pour... Ah oui, Voilà. on leur souhaite bon courage Oui, tout à fait pour leur aujourd'hui au premier, passage. pour leur premier match, ils ont souffert de l'humidité, un Oui. petit peu de la chaleur. Donc, Mhm. l'équipe des Verts disputera ce soir à 20h son deuxième match en Coupe d'Afrique des Nations. Et nous en parlerons tout de suite, mesdames, messieurs. Merci. Donc, Feriel, Je vous en passez une prie. excellente journée. À vous aussi. Nous en parlerons tout de suite après cette chanson justement consacrée à l'équipe nationale et c'est signé Mariam Halim tout de suite. Et oui, allez les Verts, on vous encourage de tout cœur. Merci à Farid Aït Saada ici présent pour un éclairage et un retour sur cette semaine écoulée de la CAN donc 2022. Bonjour à Bonjour. bonjour à tous. Et ça fait déjà une semaine que la CAN a débuté. Il y a eu déjà 20 matchs de disputés. Aujourd'hui se terminera la deuxième journée. Les matchs de la deuxième journée, avant la troisième journée qui est décisive, puisqu'elle désignera les qualifiés pour les huitièmes de finale. Alors le bilan plutôt mitigé, seulement 30 buts pour 20 matchs, c'est-à-dire une moyenne d'un but et demi par match. C'est loin de la moyenne de la précédente édition en 2019, qui, si ma mémoire est bonne, n'avait connu qu'un seul 0-0 au premier tour. Là déjà, on en est déjà 3 0-0, dont celui de l'Algérie, L'Algérie également. face à la tout Sierra fait. Leone. Les nations dites favorites trouvent des difficultés jusqu'à maintenant, à l'exception peut-être du Cameroun, pays organisateur, même si il prend toujours un but, il encaisse un but avant de réagir. Les pays d'Afrique du Nord, Mais le Cameroun est tiré d'affaire déjà. oui, il est tiré Voilà, d'affaire, très bien. mais dans les deux matchs qu'il a gagnés, il s'était fait mener au score au départ. Donc ce D'accord. n'est pas évident pour tout le monde, y compris pour le pays organisateur. Ce n'est pas évident aussi pour les pays d'Afrique du Nord, même si le Maroc a déjà 2 victoires, mais ça n'a pas été facile. La preuve, son entraîneur Wael Alyouch n'est pas très content. Oui. La Tunisie a perdu son premier match, en attendant son deuxième match aujourd'hui. Et encore avec 6 cas de Covid au sein de la sélection tunisienne, dont 3 joueurs titulaires. Moi, je me dis, est-ce que ce ne serait pas plutôt cette pandémie qui aurait son impact, Oui, qui oui, aurait oui. eu son impact sur le déroulement et sur le manque d'anticipation, hein, parce que tout est possible dans cette CAN 2022. Alors, il y a eu 2 facteurs pénalisants pour les sélections africaines. Il y a le facteur de la Covid-19, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui sont atteints, donc qui sont mis en confinement. 2 joueurs qui n'ont pas pu participer à la préparation parce qu'ils étaient confinés. Des joueurs qui étaient contraints de rester chez eux et qui n'ont rejoint la sélection que 6 jours. C'est entre autres un Algérien, Mehdi Tahrat, qui à cause de la Covid a été bloqué au Qatar jusqu'à ce qu'il passe 6 jours de confinement après la rejoint la sélection, après qu'il ait disputé son premier match. Ça, c'est le premier facteur. Il y a le deuxième facteur le plus important, c'est l'instruction dérogatoire de la FIFA qui a instauré juste 6 jours de préparation pour les sélections, alors que la réglementation prévoit 15 jours de préparation. Mais sous la pression des clubs européens qui n'ont pas voulu lâcher leurs joueurs africains, et c'est très valorisant pour le joueur africain. Maintenant, il Oui, compte. absolument, il Voilà, compte. il pousse même les clubs européens à essayer de contourner la loi pour les garder. Donc ce n'est que 5 jours de préparation pour les sélections. C'est difficile de préparer un tournoi en seulement 5 jours, encore avec la pandémie, encore en pleine chaleur. Très bien. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'encre à couler autour de cette CAN 2029 de façon un petit peu critique plutôt que favorable au déroulement, au bon déroulement qu'on espère toujours pour une compétition continentale comme celle-ci. Oui, bien sûr, il y a eu quelques couacs sur le plan de l'organisation. Cela a donné du café à moudre aux détracteurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Par exemple, il y a eu l'hymne national de la Mauritanie qui n'a pas été entonné parce qu'ils se sont trompés. Ils ont pris un ancien hymne parce qu'entre-temps, l'hymne a changé. Il y a également cette histoire un peu ubuesque de l'arbitre du match Tunisie-Mali qui avait sifflé à la fin du match de manière anticipée 5 minutes avant la fin, après qui a sifflé avant la fin sans comptabiliser le temps additionnel. Après un suspense en coulisses, hein, oui, on attendait le retour des équipes, on a demandé le retour des équipes. Le quatrième arbitre est revenu pour
faire jouer les quelques minutes de temps additionnel, mais la sélection tunisienne n'a pas voulu revenir parce que les joueurs s'étaient déjà douchés, ils avaient pris un bain de glace, etc. Le Mali aussi avait refusé. Non, le Mali est revenu sur le terrain. Revenu sur le terrain, oui. d'accord. Donc, après la CAF a entériné le résultat initial, 1-0. Bon, c'est vrai que c'est pas bien pour l'image de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais moi, je pense que à côté de la catastrophe qui avait été prédite pour cette Coupe d'Afrique, pas d'organisation, un retard dans les infrastructures, eh bien, c'est rien. Parce que quand même, les matchs sont en train de se dérouler le plus normalement du monde, aux heures prévues. Les équipes s'entraînent, ils sont tous dans des hôtels, ils ont tous des terrains d'entraînement. Les terrains ne sont pas tous dans un très bon état, entre autres celui où joue l'Algérie. Mais globalement, par rapport aux conditions qu'on connaît en Afrique noire, ça se déroule de manière correcte. Correct. Donc, voyons un petit peu, on va un petit peu voir notre équipe en pleine préparation dans ce reportage avant de poursuivre avec vous, Farida Saada. Donc, dans ce reportage, on va voir les Verts en pleine préparation et c'est signé Sarah Derbel. Dernière séance d'entraînement pour la sélection nationale avant le deuxième match face à la Guinée équatoriale. Une séance technico-tactique qui a vu l'absence de 3 joueurs, à savoir Adam Ounes, Ramiz Zerouki et Mustafa Zerba. On se prépare pour ce deuxième match, on sait très bien que ce n'est pas un match facile, mais on espère décrocher cette victoire. Les conditions climatiques ne sont pas favorables, mais ce n'est pas une excuse, on va tout faire pour gagner. Nous sommes tous conscients de l'importance de cette rencontre, nous allons tout donner pour gagner ce match. Non, les joueurs toujours moral bien. Une très bonne ambiance a régné au sein du groupe lors de cette dernière séance, mais surtout une grande détermination de la part des joueurs pour bien aborder ce deuxième match et décrocher une première victoire. Voilà, et loin de se justifier, donc Jamal Belmadi, lors de ces 2 conférences, l'une qui a suivi justement le premier match et celle qui précède le match attendu ce soir, sans se justifier, il a évoqué aussi ces conditions météorologiques assez spéciales et inattendues. Oui, c'est pas normal de faire jouer en Afrique des équipes à 14 heures. Le problème, c'est pas la chaleur. La chaleur, c'est handicapant. Le pire, c'est l'humidité. L'humidité était à l'humidité, on est juste debout, on transpire. Voilà. Mais on transpire, il faut... C'est pas s'il y a des gens qui disent que dans les cafés, ils disent mais quand même c'est des professionnels, ils peuvent supporter. Non, il faut être en Afrique, il faut avoir été en Afrique en plein été, dans des zones tropicales pour savoir c'est quoi l'humidité, c'est quoi 90% de taux d'humidité. Et même des équipes... Moi, j'ai vécu l'expérience, croyez-moi, Farid, j'étais en plein tropique et croyez-moi, nous les femmes par exemple, on ne peut pas, il est impossible de se maquiller dans un climat pareil. Et vraiment, voilà, on est trempé au bout d'1 heure, 2 heures, voilà, si on marche. Déjà quelques minutes. Voilà, déjà. quelques Alors, minutes que dire il y a des sélections d'Afrique subsaharienne comme le Sénégal qui ont joué 2 matchs à 14 heures. Le Mali a joué à 14 heures, contre la Tunisie va jouer aujourd'hui à 14 heures encore. Donc, et ils ne supportent pas. Tous les matchs jusqu'à maintenant qui sont déroulés à 14 heures ont été de très mauvais matchs parce que les joueurs l'ont pris plus donné à tout. Alors, au départ, surtout que pas mal de joueurs dans les différentes sélections jouent également en Europe. L'Europe est même s'ils sont des Africains, même s'ils ont vécu, ils ont grandi en Afrique, mais maintenant ils ont d'autres habitudes. Ils jouent par des températures de 18, 19, 20 degrés en moyenne. Parfois en hiver c'est pire, c'est à 14 degrés, 15 degrés, surtout qu'ils jouent en soirée en Europe. Donc il y a un facteur d'adaptation, il faut être indulgent avec les joueurs. Mais moi aussi, je ne suis pas inquiet. Parce qu'on s'attendait à ce rendement de la sélection par un temps de chaleur à 14 heures. Mais ce n'est pas... Il y a des gens qui s'inquiètent. Mais pourquoi s'inquiéter? Oui, c'est vrai que... On se rappelle déjà, c'est pas moi, déjà, je prends l'exemple de l'édition de 2010. L'Algérie avait été battue 3-0 par le Malawi.
à 14 heures également, c'était 13 heures à l'époque, ben, ça ne l'a pas empêché de se rattraper et d'arriver jusqu'en d'évoluer vers demi-finale. le... Lors de la précédente édition, le Sénégal avait perdu contre l'Algérie son premier match 2-0, mais le Sénégal a joué la finale contre l'Algérie. Donc ce résultat n'est pas rédhibitoire. Absolument. On peut se rattraper, l'essentiel Tout est possible en football, tout est possible. L'essentiel, je préfère perdre des points dans un match pareil, c'est-à-dire où les conséquences ne sont pas désastreuses parce qu'il y a d'autres matchs, plutôt que de perdre dans un match à élimination directe, où quand tu perds ça, tu es sorti. Tu es éliminé. Tout à fait, tout à fait. Donc, en plus, c'est une petite gifle pour les joueurs, voilà, pour se dire que rien n'est gagné, il n'y a pas d'équipe facile, il faut cravacher, ça ne va pas venir comme ça. Il faut dire que voilà, les fans de l'équipe nationale, s'ils ont réagi autant dans les réseaux sociaux, c'est parce que leurs attentes étaient grandes. Ils sont revenus champions du Qatar et ils nous ont habitués. Donc cette équipe invaincue fait rêver plus d'un. Donc ça, on comprend parfois quelque part cette frustration. Oui, on comprend. Maintenant, on en est arrivé jusqu'à être mécontent d'un 3-0. Oui. 3-0, c'est peu. Voilà. Alors, un nul, c'est une défaite. Voilà, ça a été perçu comme tel. Voilà, ça a été perçu à voir les réactions de la presse. C'est bien. C'est-à-dire que la sélection algérienne a atteint un tel niveau maintenant, c'est-à-dire un tel niveau d'exigence et d'excellence que maintenant, les gens sont exigeants. Bon, voilà, ils n'ont plus le droit à l'erreur, les pauvres. Oui, mais maintenant, c'est vrai que la Coupe d'Afrique, c'est très spécial. Les conditions climatiques, l'état du terrain, c'est ça l'Afrique, il faut faire avec. On ne peut pas changer de continent et tout. Et il y a certains terrains qui sont bons, comme le stade de Garoua et le stade de Limbi. C'est là où jouent l'Égypte et la Tunisie, mais ça n'a pas empêché les Égyptiens d'éprouver des difficultés. Hier, l'Égypte a joué contre une autre Guinée, la Guinée-Bissau, oui. 1-0, voilà. Difficilement, encore un but refusé pour les Bissau-Guinéens. Le penalty. Voilà. Ouais. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment, même à 20 heures et même sur un bon terrain. Oui, absolument. Donc, que dire aussi de cette dernière conférence de presse qui prépare un petit peu les esprits à cette compétition attendue ce soir? Djebel Madi, fidèle à son discours de toujours, il n'a pas dérogé d'Iota, il a insisté sur l'état d'esprit des joueurs, comme quoi ce ne sont pas des joueurs qui n'ont plus faim, ce ne sont pas des joueurs qui prennent les gens de haut, les équipes de haut, ils sont dans un même esprit conquérant, ils veulent jouer pour gagner cette Coupe d'Afrique, donc il a rassuré sur l'état d'esprit, et bien sûr il est revenu, sans trop s'attarder parce que pour lui c'est pas une excuse, encore sur les conditions climatiques qui ont prévalu au premier match, et là ça sera différent parce que ça va jouer à 20h, à 20h la température c'est à peu près 24 degrés, mais le taux d'humidité à 60%, 70% toujours aussi important, mais c'est mieux que de jouer à 14h, et il a rassuré sur l'état des joueurs, même s'il y a deux joueurs juste par précaution, ils ne vont pas débuter le match, c'est Zalouri et Ounes, qui relèvent du blessure, qui sont entraînés avec le groupe, mais par précaution, ils veulent les préserver pour des matchs plus importants. Peut-être pour des matchs suivants. Mais là, il a insisté sur le fait que tous les joueurs sont tout aussi motivés qu'ils l'étaient en 2019 et qu'ils l'étaient ces dernières années. Donc, il n'y a pas un manque de motivation chez les joueurs comme redouté par certains supporters. Merci beaucoup Faridaïd Saada. Donc dites-moi seulement, vous regarderez le match où ce soir? Ici à la télévision. À la télévision, vous êtes de service? Oui, j'aurai un plateau à la fin du match. On espère qu'il y aura la victoire. Avec la manière, ce serait bien, mais déjà la victoire, les 3 points, c'est important dans la perspective d'une qualification, Inch'Allah. Inch'Allah, on l'espère, on souhaite bonne chance à notre équipe et bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, il y aura aussi ce programme en direct à partir de 17h30 sur Canal Algérie, animé par Bouguermouh, notre collègue de la sportive, donc qui pourra un petit peu donner toutes les informations requises autour de ce match très attendu. Les équipes adverses, l'équipe adverse plutôt, et puis tout le reste, les détails que vous aimez un petit peu, vous qui êtes fans de cette équipe nationale. En fait, on l'est tous, hein. Quand l'équipe nationale joue, on ne peut rien. Même les gens qui ne s'y intéressent pas durant l'année, mais quand il y a l'équipe nationale, ils s'informent qui va jouer, qui ne va pas jouer. Un peu comme moi, c'est le seul moment où je regarde le foot, c'est quand il y a l'équipe nationale. Oui, à l'image de beaucoup Et d'ailleurs, j'ai même prévu l'accessoire clé. Donc, pour dire 1, 2, 3, vive l'Algérie. Bon vent les Verts, on en parlera encore tout à l'heure avec Saïd Fellak, notre envoyé spécial au Cameroun. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Mais avant, nous allons
tout de suite vous proposer un reportage signé Feriel Hamdi qui nous promène dans les coulisses d'une très belle exposition qui a pris fin hier au niveau de l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïah. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de recevoir l'une des participantes ici même sur ce plateau. A tout de suite, c'est parti. Si vous cherchez une idée de cadeau original, faites un tour à l'Opéra d'Alger. Une belle exposition d'artisanes et d'artisans qui exhibe soigneusement des objets traditionnels du terroir. Nous allons créer cette marque avec Zaina Couture, avec ma copine Ahlam Cherouk. Nous avons toujours été attirés par la mode, la création, tout ce qui est habillement. Donc voilà, on s'est entendu à créer cette marque. Nous essayons de toucher un peu l'ancien et de mélanger l'ancien avec le moderne. Ils sont une cinquantaine d'artisans tout âge confondus à venir exposer leurs produits et rencontrer leur public. Celle qui a attiré notre attention, c'est Rosemary, cette Allemande amoureuse de l'Algérie. Fabricante de poupées, un savoir-faire qu'elle a acquis au fil des années et qu'elle s'applique à reproduire sur chacune de ses créations. 5 heures de travail sont nécessaires pour donner vie à ces poupées. Mon histoire d'amour avec les poupées. Bon, tout a commencé déjà, que j'ai toujours adoré des tissus, tout ce qui est couture. J'ai commencé très jeune, encore dans mon pays natal. Et comme ici en Algérie, j'étais femme au foyer, fière de l'être. Alors, un jour, j'ai commencé, c'était avec les boutiques Ariad El-Feth, dans les années 80, qu'ils ont commencé ce genre des articles. Et j'ai fourni un peu dans ça. Et ça s'est développé au fil du temps, avec des chutes de tissus, voilà. Yenaya oblige. Yenaya oblige, alors cette fois, c'est surtout les Kabyles, il en avait une troisième qui est déjà partie hier. Elle m'a quittée. Mais il y a une Algéroise, on a une petite africaine subsaharienne et le Tagui. Voilà. Et bon, j'ai dit toujours, je m'amuse, à mon âge là, je joue à la poupée, alors que je suis grand-mère de 5 petits-enfants. Très bien. L'exposition a suscité un vif engouement du public venu flairer la bonne affaire et connaître des activités artisanales d'autres régions du pays. Notre invité aujourd'hui a fait partie des participants justement à cette exposition dont nous venons d'avoir le compte rendu par Feriel Hamdi et bien sûr j'ai plaisir à recevoir ce matin Ania Bouali. Bienvenue. Merci. Ça va? Ça va. Un peu stressé, c'est votre première télé. Exactement. Alors je dirais bon baptême. Merci. Bon baptême pour cette première télé. J'espère que vous apprécierez. Allez, on oublie les caméras, il n'y a que radio en face. D'accord. Très bien, il n'y a pas de souci. Ania, donc vous étiez à l'opéra Boualem Bessaïah jusqu'à hier. C'était la fermeture, la clôture de cette exposition. C'était comment? Comment vous l'avez vécu? C'était extraordinaire. C'était plein de surprises, plein de découvertes aussi d'autres artisans. On a pu être en contact physique direct avec le client. Donc, on a pu lui expliquer le concept. On a fait des rencontres. On s'est fait des amitiés aussi. Donc, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Très bien. Et vous avez eu aussi droit à des concerts, hein, parallèlement. Exactement, oui. C'était le jour de profiter. Un peu de musique, oui. Entre le client et la musique, mais on a pu profiter, exactement. Donc, c'était des chants de Inaël. C'était le 12. Voilà. Le 12 du mois. Donc, voilà, pendant près d'une semaine, vous avez été au contact de votre public, de vos clients potentiels. Vous parliez de concept, et c'est vrai que vous amenez avec vous de la fraîcheur à travers des petites créations. Cette fois-ci, c'est une collection de t-shirts que vous avez mis en exergue. Exactement, voilà. Oui. Alors, mes t-shirts, c'est Vous en portez un d'ailleurs. Exactement, oui. C'est mon produit phare, c'est ma chouchou dans tous les cas. Donc, c'est une femme algérienne
algéroise plus précisément. On va varier, bien sûr, on va passer un petit peu par tous les wilayas. On a commencé par l'algéroise avec son petit haïk et son petit adjal qui est fait à la main avec des matériaux du propre adjal. Et donc, il y a une petite surprise en dessous qui est en fait, elle tire la langue avec le rouge à lèvres rouge. Elle est coquine. Exactement, c'est ça la femme algérienne. Elle peut être tout à la fois. Oui, donc elle peut être forte, elle peut être avec son fort caractère, mais entre-temps, elle tient toujours à ses racines, à son identité culturelle, patrimoine. Donc c'est le message que je voulais passer par mes t-shirts. L'Algérienne est pleine de force, comme vous le dites, elle est pleine de vie, pleine d'humour. C'est ce qui l'aide un petit peu à affronter la vie, à s'occuper de sa famille, à garder être toujours plus forte et à ressortir des malheurs, si on peut dire ça, encore plus forte à chaque fois. Vous évoquiez Yenaël il y a quelques minutes et c'est vrai que même à l'occasion de Yenaël, vous avez adapté vos t-shirts. J'en vois un là à côté de vous. Il y en a dans différentes couleurs, mais surtout le blanc et le noir qui sont en face. On peut peut-être le montrer. Bien sûr, oui. Allez, je ne sais pas, quelle caméra, s'il vous plaît. Allez. Voilà, donc c'est la femme kabyle avec toujours une touche de modernité avec les petites paires de lunettes et la petite touche traditionnelle exactement. C'est le petit bijou qui est un vrai bijou qui est cousu sur son cou. Très bien. Voilà, donc c'est ça la touche Seiri. Donc elle a un pendentif réel. Exactement, un vrai pendentif bijou et chaque t-shirt change de pendentif en fin de compte. C'est toujours resté dans l'idée que on propose quelque chose d'unique. On ne veut pas faire comme les autres. La femme algérienne, elle veut toujours être distinguée, elle veut apporter toujours quelque chose de beau et un petit accessoire qui la met en valeur, voilà. Exactement ça. Les choix vestimentaires, elle n'aime pas la routine aussi, la femme algérienne. Non. Voilà, donc vous essayez de proposer des t-shirts pour la jeune fille comme la senior. Hein, donc, exactement. La jeune fille, c'est une découverte. On peut dire que c'est une découverte parce que j'essaye de moderniser en quelque sorte tout ce qui est traditionnel. Et la femme, la senior, elle va retrouver en quelque sorte un souvenir, quelque chose qu'elle a connu, qu'elle a déjà vécu, mais d'une autre façon, plus moderne, avec les temps. Dites-moi, Ania, donc Ania Bouali, vous avez un diplôme, un master en sociologie, donc un tout autre domaine que vous avez complètement abandonné au profit de votre passion, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Eu même mon travail, j'ai démissionné pour vraiment me consacrer qu'à ça, à la création, essayer de changer à la création, à rapporter toujours une touche personnelle, une touche stylique, comme je l'appelle. Les hobbies donc ont débuté en 2016, d'abord par une série de sacs. Là, on voit en image des coussins. Donc, c'est une panoplie de coussins que vous avez créés et qui ont été proposés au public de l'Opéra d'Alger cette fois-ci. On a des spécimens ici autour de moi, n'est-ce pas? Oui, exactement ça. C'est des créations que j'ai faites exclusivement pour l'Opéra. Donc, c'est une autre façon de lancer quelque chose de différent aussi. Je reste toujours dans la différence. On fait le coussin, mais on lui donne une forme assez spéciale. Voilà, on a un peu marre, on commence à un peu délaisser le coussin simple, carré, basique, donc fallait aller vers d'autres couleurs, d'autres formes. Donc c'est avec des petits pompons là. Un peu de fantaisie quand même, on va pas rester que dans le carré. Oui, absolument. Donc le triangle, c'est peut-être pas pratique pour mettre la tête dessus, mais c'est décoratif. C'est décoratif, mais vu comme ça, on peut dire que c'est pas confortable, mais c'est très confortable. Si vous voulez l'essayer après, c'est très confortable. Tout à l'heure, j'essaierai avec plaisir. Voilà. Donc et l'aventure a démarré, donc on disait depuis quelques années, quand même 2016, où vous avez exploré le monde des petits sacs, c'est ça? Oui, c'était des pochettes. Pochettes. Là, on a juste là, c'est des tote bags. Alors, j'en ai plus fait depuis. Donc, je fais que sur commande pour les pochettes. Là, c'est des tote bags, la femme algérienne qui fait tomber la jar pour se montrer vraiment et entièrement qu'elle est là en force. Mais on a toujours gardé le haïk. Donc, comme je disais pour les pochettes, c'était ça. Si je voulais faire mon propre sac, j'ai pas trouvé quelque chose qui me
qui me plaisait dans le commerce. Donc j'ai commencé à débuter et par la suite, bien sûr. En customisant des choses, en créant carrément, directement, et par le biais des cousines, des copines, c'est joli, fais-nous fais-nous ça, fais-nous ceci. Donc j'ai commencé à commercialiser mes J'en connais une qui se reconnaîtra en régie et qui nous a fait de très beaux spécimens aussi à ses débuts. D'accord, ok, très bien. Salut. Et elle devrait reprendre d'ailleurs. Hein. Inch'Allah, bonne chose pour elle. Donc depuis 2016, l'aventure continue et là vous continuez d'explorer un petit peu d'autres supports depuis le sac. Bien sûr, on essaie toujours de s'améliorer, de créer quelque chose, de ramener de la nouveauté, de la fraîcheur et on essaye d'étudier, de voir ce qui intéresse la jeunesse surtout et on n'oublie toujours pas les plus âgés. Donc on essaye de satisfaire tout le monde. Absolument. De toute façon, souvent les seniors aiment mettre des t-shirts, donc ça c'est à la portée de tout le monde. Moi, à la base, je pensais ça pour les jeunes, mais une fois que le produit et pendant la vente, lancé... vous avez vu l'intérêt. Exactement, oui. Je pensais pas qu'il y aurait du succès vis-à-vis des seniors, mais en fait, c'est eux qui aiment. Ils ont beaucoup plus acheté. Parce qu'ils comprennent vraiment c'est quoi le concept, or qu'un jeune de 20 ans, on va dire, une jeune fille de 20 ans, elle n'est pas vraiment forcément dans tout ce qui est traditionnel. Avec la modernisation, l'Internet, les réseaux sociaux, on est beaucoup plus sur quelque chose de... Par exemple, sur le style du streetwear et tout ça, alors que moi, c'est du traditionnel, c'est quelque chose de nos valeurs, de notre culture. Très bien, donc voilà, c'était une semaine au niveau de l'Opéra d'Alger, où vous avez été à la rencontre d'artisans, Est-ce que ça a été propice pour développer de nouvelles idées? Est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que vous êtes déjà sur un projet? Exactement. Déjà avant de débuter, j'ai été sur un projet et là, ça m'a vraiment donné l'envie de creuser encore plus, de perfectionner, de bien le programmer et par la suite de le présenter à des connaissances. La prochaine exposition peut-être. La prochaine exposition ou alors sur votre page parce que vous avez une page qui vous représente autant sur Instagram que sur Facebook, c'est bien cela? C'est sur les réseaux sociaux, on n'a pas encore fait de boutique. On essaye de joindre quelques points de vente pour faciliter aux clients la vente, donc pour ne pas se déplacer. Il y a des personnes qui aiment bien voir toucher le produit, donc on essaie vraiment de satisfaire tout le monde. Et contre-temps, on essaie de livrer et d'y aller même nous. Donc on essaie de livrer nous-mêmes pour y aller toujours vers ce contact physique avec le client. Le client. Qui vous soutient en général? Qui vous soutient dans toutes ces entreprises? Alors, vous qui êtes petite maman. Exactement. Alors le premier support c'est mon mari. Donc d'ailleurs c'est lui qui fait la livraison, c'est lui le livreur. C'est le livreur de service. Bonjour monsieur. Exactement. S'il nous suit ce matin, on le salue. Il est juste à côté dans tous les cas. Et puis il y a le petit assistant qui ne m'aide pas du tout. Lui par contre, il doit vous retarder. Ah oui, forcément. Enfin, beaucoup. Mais non, on arrive à faire quand même ce qu'on a en tête. On atteint nos objectifs et on se donne à fond. Excellent. Donc pendant la pandémie, chacun a vécu cette période à sa façon. Pendant cette pandémie, est-ce que ça a été bénéfique? Est-ce que ça a été difficile? C'était comment cette période-là? Ça a été bénéfique parce qu'on se retrouve avec soi-même, on se retrouve avec ses idées, on essaie de s'organiser bien, de se carrer. Mais un inconvénient parce qu'avec la fermeture, avec tout ce qui a été, ça a retardé un peu le travail et la création. Avec les boutiques qui se fermaient, donc on avait un peu peur d'aller vers les grandes surfaces. Donc ça a un peu retardé le processus. Donc voilà, la vente en ligne a été vraiment le recours le plus idéal par rapport à cette situation. Et pas seulement, c'est-à-dire quelqu'un vous a suggéré à un moment donné, je crois, de prendre des égéries, des représentants pour vendre aussi ce produit. Des personnes un peu connues ont porté vos t-shirts. Exactement. Alors c'était beaucoup plus une offrande, c'était un cadeau parce que les deux personnes représentaient exactement ce que je voulais faire passer comme message. Donc on a Yemna. Oui. Donc elle est vraiment dans l'algérianisme type. Parce que j'ai la version homme de l'algéroise, donc c'est l'algérois, et je l'ai offert à Dubalix, qui est vraiment, il incarne d'une façon l'image d'un algérois et elle est extraordinaire. Ce qui fait que ça a été un honneur pour moi qu'il porte mes créations.
Eh ben, j'espère qu'ils seront nombreux à aussi porter et apprécier cette touche qui vous caractérise, Ania. Ania Bouali, voilà, on est presque arrivé au terme de cette première rencontre télé. Alors, le bilan, ça va? Ça va. Non, vous c'est avez bien oublié passé. le track, c'est pas mal, c'est excellent. Dès que je parle de ma passion, Ça je suis y est. plus à l'aise. C'est excellent, c'est excellent. En tout cas, j'espère que vous garderez cette ferveur, cette passion en Inch'Allah. vous, cette flamme qui vous a poussé un petit peu à créer. Est-ce que vous pratiquez un art traditionnel particulier ou est-ce que vous êtes plus dans le dessin, dans l'inspiration, la composition? C'est vraiment à petite échelle. Oui. C'est une passion une fois par hasard ou si vraiment ça me prend, je fais du ftla et du perlage. Non, mais c'est pas mal, hein, c'est Voilà. pas donné à tout le monde. Hein. Ça demande énormément de patience et de dextérité. Il faut vraiment ajuster les fils correctement. Exactement, et oui, tout, être patient parce que si le fil se coupe et Oui. voilà ceci, voilà cela, donc c'est rare que je le fais, mais je le fais quand même, avec plaisir. Eh ben, on attend de voir des spécimens où vous allez intégrer aussi ce savoir-faire. Peut-être Inch'Allah. sur des sacs, prochainement, Pourquoi une pas. petite collection Why de sacoches. Why not? Voilà, des sacoches pour les fêtes, pour préparer un petit peu l'été et les mariages qui sont vraiment très nombreux pendant cette période-là. Merci beaucoup, Ania. Merci à vous, je vous merci souhaite pour bonne chance, l'invitation. bon vent pour tout ceci. Merci. Pour toutes vos créations et une bonne et heureuse Inch'Allah. année aussi. Hein. Merci. Voilà. À vous aussi, je vous le souhaite à tous les Algériens. Oui, merci, c'est gentil de votre part. Ils sont aussi jeunes et pleins d'ambition, pleins d'idées novatrices. Ils viennent de l'université de Blida. Ils seront parmi nous tout de suite après ce spot Covid. Voilà, mesdames, messieurs, c'est toujours en vigueur, justement, ces mesures de prévention à la Covid-19. Vraiment, elles restent de vigueur avec cette vague, justement, qui sévit de plus en plus un peu dans la planète, oui, tout entière. Et puis, bon, on va mettre de côté cette pandémie pour parler, justement, de projets, de rêves, à l'instar de ceux portés par un groupe de jeunes, ceux du club Ibda de l'université de Blida, l'université Saad d'Ahleb. Et avec moi ce matin, j'ai plaisir à recevoir Mouloud Hassan, ici présent. Bonjour. Bonjour à vous, merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Merci d'être là avec Boulabbas Mohamed Islam. Bonjour à vous et merci pour votre invitation. Pas bien réveillé, Islam? Oui. Oui.
il faisait un peu froid ce matin. Ah ben, il a fait vraiment froid ce matin, effectivement, hein, je l'ai senti. Hein. Bienvenue, donc vous représentez dignement ce club qui compte pas mal d'étudiants de différents paliers, n'est-ce pas? Voilà, donc je m'appelle Hassan Mouloud, je suis le coordinateur d'événements du club et étudiant en architecture à l'Institut d'architecture et d'urbanisme. Je suis représentant de ce club qui compte aujourd'hui plus de 100 membres, de différentes spécialités bien sûr, mais qui compte surtout des étudiants en architecture. C'est un club scientifique culturel à but non lucratif, un club créé en 2017 par des étudiants en architecture et qui a pour but de montrer la créativité des étudiants en architecture ou leur spécialité et surtout de permettre l'échange d'idées entre étudiants. Voilà. Dites-moi, Boulabès Mohamed Islam, vous êtes étudiant en Master 2 en architecture. En architecture, spécialité de environnement et technologie. Environnement et technologie. Que vous apporte ce club au quotidien? Donc, vous avez vos cours conventionnels, etc. Et parallèlement, vous activez au sein de ce club. Qu'est-ce que ça vous apporte quand vous y êtes? Je suis un membre, ça fait pas longtemps de jouer à ce club. Et j'ai participé dans beaucoup d'événements qui sont faits par le club, comme le Weekend Day. On a participé dans le CIC deux fois, dans deux Aspro et dans Suknatech promotion immobilière. Très bien. On prend des choses, de l'expérience et des expériences très importantes. Oui. On va vous voir d'ailleurs en pleine activité au sein de ce club, au sein de votre université à travers ce reportage et on revient tout de suite. À quoi ressemblera la maison du futur ou la Smart House? Des jeunes architectes de l'université de Blida, Saad Dahleb, l'ont déjà imaginé et conçu. Une maison avec une architecture éco-responsable, ultra connectée. Chauffage et éclairage actionnés par un simple clic via smartphone. C'est une nouvelle technologie qui est adaptée à travers le monde. C'est une technologie nouvelle qui se base sur le smartphone. C'est l'intelligence d'une maison se base sur le smartphone où on gère tout seulement avec un smartphone. Avec un smartphone, on peut gérer l'électricité, on peut gérer la ventilation, on peut gérer aussi la sécurité d'une maison, comment accéder à une maison, comment accéder à son garage et plusieurs autres options qu'on peut utiliser dans cette technologie. Dans cette technologie, on la trouve dans beaucoup de maisons réalisées en Algérie. Ce n'est pas une technologie qui n'existe pas ou qui n'est pas utilisée en Algérie, elle est fortement utilisée. Cependant, les gens n'ont pas l'information peut-être. Ces jeunes architectes sont à la recherche d'investisseurs pour financer leurs projets et de promoteurs immobiliers pour les commercialiser. Dans le domaine de l'architecture, le développement recherché, c'est le développement du confort. Donner un maximum de confort à une maison et essayer surtout de minimiser la consommation énergétique, un maximum. Pour la maison de demain, on propose surtout des maisons avec une technologie assez développée et un respect de l'environnement maximum. On respecte notre environnement et on se développe dans le côté technologique. C'est ça la maison qu'on recherche pour donner un maximum de confort aux gens. Selon les concepteurs de Smart House, ce projet est fiable et prometteur. Il suffit de se munir de cette technologie, l'intégrer à son smartphone et le connecter bien aux différents appareils et produits électroménagers. Voilà, on vous a vu lors de cette dernière exposition abritée par le CIC, c'est bien cela. Voilà, où vous avez pris part en tant que club, estudiantin, culturel et scientifique. Voilà, donc on a eu l'opportunité de participer à cette exposition en tant que club scientifique. On a eu notre stand. On a essayé de participer avec un projet de soutenance de deux étudiantes qui étaient déjà membres avec nous, qui ont soutenu récemment, donc fraîchement diplômées, qui nous ont procuré leur maquette de soutenance et leur projet de soutenance. Et on a aussi participé avec des recherches sur les nouvelles méthodes de construction et aussi la Smart House. Donc parlons de la Smart House, c'est une technologie nouvelle à travers le monde qui existe en Algérie mais qui est rare, on n'en trouve pas beaucoup. C'est une technologie basée sur des plateformes. Les plateformes les plus connues sont Apple, Google et Amazon. Cette technologie se base sur
Elle est utilisée avec du Wi-Fi ou du Bluetooth qui est connecté, ce qui nous permet de contrôler que ce soit la température, la climatisation, l'aération. C'est une maison connectée. Une maison connectée, voilà. Voilà, on appelle aussi maison intelligente, dans la mesure où on contrôle à distance différents paramètres. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ça le but d'un club scientifique. Le but d'un club scientifique, c'est de rechercher de nouvelles méthodes et de voir de nouvelles technologies à travers le monde et essayer de les introduire, pourquoi pas en Algérie. Voilà, j'imagine que c'est votre rêve de construire une maison intelligente. Pourquoi pas, bien sûr. C'est le rêve de tout le monde, je pense. Il vous reste combien d'années? C'est ma dernière. C'est votre dernière année, donc tout est possible par la suite. Pourquoi pas. On souhaite. Alors, j'ai bien compris tout à l'heure, on parlait justement de ce qui vous attirait dans les activités du club. Il me semble que c'est le challenge et le contact avec l'autre. Hein. Oui. Montrer son travail à autrui, c'est ce qui vous motive le plus, je pense. Dans le club, avant, ça a beaucoup d'expérience dans oui. Voilà, Inch'Allah, j'espère. Vous pouvez parler en arabe, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez, si vous êtes plus à l'aise, n'hésitez pas. Vos supports pour les activités sont connus, les expositions, vous avez les expositions, les événements. Donc, parlons de nos activités qu'on a déjà fait dans l'année 2021. On a participé à plusieurs conférences. On a participé à l'organisation du doctorat avec notre institut. D'ailleurs, en parlant de ce sujet, on remercie beaucoup le directeur de notre institut, M. Aïtsadi Houssine, qui nous aide à chaque fois qu'on demande quelque chose ou qu'on a besoin d'aide pour nos événements, nos expositions, nos activités. Il est toujours là pour nous. Donc, on a participé à des événements qui concernent l'architecture, qui concernent la culture, qui concernent l'art. Oui. On a participé à des conférences internationales aussi, très bien, organisées dans notre institut. On a aussi fait des événements tels que Ibda Expo, qui est un événement qui touche le côté artistique de l'étudiant, qui peut montrer le côté artistique. On a aussi cette année fait le Welcome Day, qui était un événement pour présenter aux nouveaux étudiants, nouveaux bacheliers, le cursus d'un étudiant en architecture, ce qu'ils vont rencontrer en tant qu'étudiants en architecture. Donc il y a eu un partage d'expérience. On a organisé des jeux avec des questions en relation avec l'architecture, des petites tombolas, etc. Et prochainement aussi, on espère organiser des événements tels que la journée de l'architecte, qui sera un événement très important qu'on va essayer. Ce sera quand? La date n'est pas fixée, le lieu, mais on voilà, la préparation est en cours. Voilà, la préparation est en cours. Et les idées se mettent en place. Voilà. On a déjà notre participation au dernier événement CIC nous a permis d'avoir plusieurs contacts. Donc, ils nous ont dit que si on les contacte, ils seront tous ravis de participer avec nous à cet événement. Oui, d'ailleurs, vous avez été remarqué par le reporter de Canal Algérie qui est venu vers vous, donc qui est en fait Hamoudi, Sofiane Hamoudi, donc qui est venu, qui vous a un petit peu approché, fait concrétiser le reportage autour de votre expérience. Voilà, il a vu notre onde, il a vu que le mouvement qu'on a fait aussi par rapport aux autres ondes, donc même l'organisateur de la soukhan étudiant, c'est vrai que c'est important d'avoir une entreprise dans ce genre d'exposition, mais c'est aussi une grande expérience de voir comment ils vont avec des professionnels du domaine, etc. Très bien. Et vous, j'imagine que c'était une belle opportunité de projeter l'avenir, n'est-ce pas, oui. Avec tous ces industriels du monde du bâtiment qui étaient là et qui vous ont un petit peu peut-être donné l'idée pour vos prochains CV à déposer. Je souhaite en tout cas vivement longue vie au club Ibda. Donc on appelle les clubs scientifiques de l'université Saad Dahed de Blida. Vous êtes des très impliqués dans les idées liées à l'environnement. Merci beaucoup. Que nous avions ce matin avec nous Aboul Abbas, Mohamed Islam, ici présent, et puis Mouloud Hassan. Bonne chance les amis. Merci à vous et merci pour l'invitation. Merci à vous aussi.
merci. Dans un tout petit instant, nous retrouverons notre ami Mariam Saïd qui viendra nous parler d'huilerie traditionnelle, semi-traditionnelle ou semi-moderne. Allez, on va y répondre tout à l'heure. Restez avec nous après ceci. Mariam se refait une beauté en coulisses pendant que Soumeya s'est allée. Donc Soumeya Zalouali tout de suite dans sa rubrique consacrée aux déserts touristiques essentiellement. Bonjour Soumeya. Bonjour Latia. Ça va? Ça va, je En forme ce matin? Ça va. Vous avez été plus rapide au maquillage. C'est ça. C'est excellent. C'est excellent. On prend la place et on y va. Donc ce matin, vous allez nous emmener vers la Grande Bleue, n'est-ce pas? C'est ça. On va rêver bleu. Exactement. Et vous êtes habillée en bleu. Et je suis habillée en bleu pour l'occasion, du coup. On va parler de plongée sous-marine. Oui. Puisque souvent, quand on parle de plongée sous-marine, on pense à l'été, au printemps. Ah oui, tout à fait. Mais en fait, c'est quelque chose c'est une activité qui se pratique toute l'année. Absolument. Hier, avant-hier, c'était de très belles journées. Ouais. C'était aussi l'occasion pour nos amis du club, donc du club Big Blue Diving. Club de plongée sous-marine de Bni Hawa. Alors, Abdelkader Ben Renno est là pour en parler. Ouais. Abdelkader serait notre collègue. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue. Notre collègue Merci. de la rédaction, Oui. mais s'il est là aujourd'hui, c'est pour en parler du club puisqu'il est le président du club. Très bien. Passionné de plongée sous-marine, Voilà. c'est ça. Surprise pour mon mariage pour vous, je touche le bois. Voilà. Mariage, C'est du... Je sais pas, c'est pas du bois, mais c'est pas grave. Manish. Et quelque part. Il y en a qui se touchent la tête, mais bon, j'ai jamais compris le concept, mais c'est pas grave. La porte, à la sortie, la porte. On y va donc. On y va donc pour parler du Big Blue Diving Club. C'est ça. En tout cas, merci pour l'invitation et pour en parler. Là, on n'est pas à la rédaction, là, on est là pour présenter le club. Le club est né le 26 juin de 2019. C'est assez récent quand même. Ouais, c'est une petite équipe qui se composait de Smaïn Siali à l'occasion, c'est l'ex-président, et Hassan, Mohamed Hannan. En tout cas, c'est une équipe de jeunes. On a décidé de créer ce club-là à Bni Hawa parce que là, au début, on partait jusqu'à Sagana pour pratiquer notre passion. Oui. Parce que, et là, je salue le club à l'occasion parce que c'est nos amis, ils nous ont ouvert la porte dès qu'ils savaient que notre passion c'était ça. Et là. Tipaza, c'est plus près. Vous préférez Mostaganem, pourquoi? Parce que les plages sont immenses. Non, parce qu'à l'époque, Mostaganem, nous, on est au milieu. Là, Chlef. Ah oui, c'est vrai, Chlef, on est au milieu. On se sent plus proche à Mostaganem, quoique Tipaza est juste à côté. Mais Tipaza, il y avait une parce que le club de Tipaza, peut-être, il y avait assez de. Il y a énormément de monde. L'afflux des Algérois vers Tipaza nous empêchait quelque part. Mais là, voilà, Mostaganem, ils nous ont ouvert la porte et là, on a commencé à pratiquer notre passion. Et entre-temps, là. Votre passion, on est en train de le voir en image, justement. Voilà, on voulait partager avec vous notre. Là, on découvrir aux gens. Ouais. Et partager avec ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire la plongée ou ce monde de la plongée, l'univers de la flore et la faune. On voulait le partager avec ceux qui
qui ignorent qu'est-ce qu'il y a. Alors, on a essayé de rassembler quelques vidéos qu'on a réalisées et j'ai essayé de faire le montage et c'est à cause de moi j'ai essayé de faire un truc. Désolé pour le cadrage, c'est pas la caméra de télévision, Oui, c'est la GoPro. Ce sont les plongeurs eux-mêmes. Les images. Voilà. Et compagnie. Et compagnie, exactement. Mais c'est pas mal, ça nous a permis de voyager un petit moment. C'était bien. Vous allez voir. Exactement. On a filmé beaucoup de spécimens pour vous aussi parce que là on croise des mérous à 30 kilos. Il y en a des spécimens, il y a beaucoup de spécimens et à l'occasion là c'est pour démontrer qu'est-ce que la mer, qu'est-ce qu'elle cache et de l'autre côté faire une petite campagne pour les gens qui aiment ça pour préserver qu'est-ce qu'on a comme sauver ce capital qu'on a, une très belle mer, exactement, cette richesse. Le littoral regorge d'une faune incroyable, effectivement. Hein. Et justement, on est en train de voir les images des images sous-marines, justement, oui. C'est assez exceptionnel. Et tu m'as confié, Abdelkader, que lors de l'exercice de votre activité, ouais. Donc vous plongez et vous vous réunissez et oui, dans les profondeurs. Ouais. Dans les profondeurs. On fait la gâchant. Et c'est ça. Et là, vous allez voir les images. On a essayé de partager ça avec vous. C'est le fait de rester immobile dans d'une certaine profondeur. Là, les poissons sont que ces font là et automatiquement ils viennent vers nous. Là, on a eu l'occasion de croiser des mérous, des badets. Et il y a beaucoup de choses qu'on va les croiser. Exactement. Et là, voilà. Juste pour dire que on a plongé. Ouais. Il y avait mauvaise visibilité. Là, c'était les images mois de septembre, au mois d'avant. Là, les images, on ne peut pas exploiter. Là, à cause exactement, à cause des courants. Et on n'a pas pu avoir de visibilité, mais la température, elle était de degrés. Mais ça permet de voir des poissons parce qu'il y a moins de circulation, de bruit, et ça permet à des spécimens de circuler. Poissons tranquillement. Sans être embêtés. Exactement. Et ça vous permet à vous donc de pratiquer notre passion. C'est ça, et de le faire découvrir aux autres. Alors la chasse sous-marine, ça a commencé chez toi à l'âge de 8 ans. Ouais. Tu es tout jeune. Ouais, je dirais que c'est un héritage paternel. On a partagé ça. C'est mon père qui m'a fait aimer ça. Et là, un certain âge, quand il a vu que j'aimais cette passion, il a liquidé mon matériel de cousin. Et là, ça m'a pas empêché de continuer dans cette passion. Et là, j'ai continué. Et petit à petit, j'ai commencé à faire mon matériel à moi-même, malgré que j'étais contre sa volonté, mais lui, il avait peur. Ouais, c'est des risques parce qu'il savait les risques. Il y avait des risques d'apnée, parce qu'on risque d'avoir des migraines ou je dirais, les accidents cardiovasculaires. Non, des accidents de la chasse. C'est la majorité, c'est dormir, c'est avoir je dirais, l'accident. J'ai oublié le. Voilà, j'ai oublié. D'accord, c'est pas grave. Vous perdez connaissance, en tout cas. Exactement, c'est perdre connaissance, c'est arriver à un certain. C'est le corps va se vider d'oxygène et les ordres qui vont transmettre à travers le sang pour le cerveau, pour donner des ordres au cerveau qu'il doit remonter parce que là notre ressource d'oxygène, elle est finie et là il n'y a pas d'oxygène. Automatiquement, je suis au regret de vous dire que vous êtes un mauvais vendeur parce que c'est pas comme ça que vous voulez encourager. Non, on est en train de parler de la chasse, pas de la plongée, mais la chasse, madame, il faut la pratiquer avec des binômes. Il y a des consignes à suivre, il y a des protocoles à suivre. C'est très déconseillé de plonger tout seul. Il faut toujours un camarade, un bon camarade qui plonge avec. C'est pour ça qu'on plonge en binôme. En binôme, et ça serait bien de plonger avec un seul fusil. On l'échange. Ça veut dire une personne descend et l'autre remonte quand il s'agit d'une profondeur importante.
Voilà, alors il y a, donc vous proposez aussi des baptêmes pour les gens qui seraient intéressés par la plongée sous-marine et pour découvrir donc leur faire découvrir les fonds marins. On a partagé notre activité à travers les activités qui existent dans la FASAS, la Fédération subaquatique de sauvetage et de tourisme et des jeux subaquatiques. On a partagé notre activité entre la chasse et la plongée. Dans la plongée, il existe les baptêmes, plus les explorations par rapport aux gens qui ont des P1, P2, des P3. Parce que là, les gens d'Alger peuvent venir plonger chez nous, comme des gens d'Oran peuvent venir chez nous découvrir d'autres façades des fonds marins. Parce que là, par rapport à Oran, elle présente son fond marin et sa qualité de visibilité, elle est caractéristique. Et notre région aussi, on présente un autre produit peut-être. C'est la même mer, mais on présente d'autres produits. Ça veut dire à travers, non seulement à travers les activités qui existent dans le club, on propose des baptêmes par rapport aux gens qui ignorent ça et on essaye de faire partager cette passion avec les gens pour qu'ils partagent cette passion avec d'autres et automatiquement créer l'engouement et partager l'envie de venir faire le tourisme à Beni Hawa. C'est ça, alors c'est une passion mais c'est surtout responsabilité qu'a le club vis-à-vis donc de la protection, préservation de ce trésor donc enfui donc sous l'eau et le club organise donc des ces plongeurs donc des campagnes de ramassage de déchets donc fonds marins. Soumeya, permettez-moi de vous dire que notre plongée, chaque fois qu'on plonge, c'est une campagne de nettoyage. On commence c'est une coutume, une habitude. Exactement. Déjà, hier, on a enlevé un filet de moules abandonnés parce que les gens, ils ont exploité leur exploitation, puis ils ont jeté leur... On n'a pas pu avoir les photos, mais il y a des cimetières d'encre. Il y a des cimetières... Il y a des cimetières d'encre enfouis dans le fond. Alors on essaie chaque fois de nettoyer et là libérer l'espace pour laisser place que le rocher respire et les poissons trouvent un habitacle et préserver cet écosystème maritime. On essaye chaque fois et là à travers ce plateau, on lance un appel aux pêcheurs ou par rapport aux citoyens qui viennent profiter de cette nature, de préserver la nature qui est au fond marin et ceux qui ont des filets accrochés, de venir au club, on le fait gratuitement, on retire leur filet tant qu'il s'agit d'une profondeur accessible par rapport à nous, je dirais jusqu'à 50 mètres. Jusqu'à 50 mètres. Ouais. D'accord. Alors parlons peut-être info pratique, tarification. Je vais vous dire, on est très accessible parce que là, on fait des packs par rapport aux gens ils viennent chaque week-end ou chaque jour. On fait des packs. Il y a des tarifs étudiants parce que par rapport aux étudiants, je dirais qu'on le fait à 50% parce que là, la formation de P1, elle est à 26 000 dinars. Peut-être si vous allez renseigner, ils le font de plus par rapport au... Et là, je dirais que notre objectif, c'est rendre le club autonome par rapport au financement. Oui. Ça veut dire qu'il s'autofinance. Parce qu'il faut acheter du matériel. Exactement. Il faut non seulement l'acheter, et il faut le préserver aussi. Il faut l'entretenir. L'entretien. Oui. Ça veut dire l'entretenir avec les joints et le nettoyage et acheter, révision des bouteilles. Il y a plein avec les compresseurs aussi, il y a des filtres qu'on doit acheter pour que le plongeur respire de l'air pur. Ça veut dire parce que là, on respire de l'air comprimé, on n'est pas là, on mélange pas les gaz, on est là juste compressé, on respire juste l'oxygène, ça veut dire de l'air, on est en train de le comprimer dans la bouteille et les plongeurs le respirent. Ce qui fait, on est là dans cette dynamique, on veut que le club soit autofinancé. C'est pas évident dès le début parce qu'on a eu le corona, parce que là on a commencé dans 2019, 2020 l'épidémie a commencé. On essaye
de faire avec la faire de la résistance. Faire de la résistance avec la situation. J'ai dit, pour les étudiants, on le fait à 15 000 dinars. Ça veut dire 15 000 dinars, c'est accessible. Ils peuvent même payer par facilité parce que, je sais... Là, on ne parle pas du baptême. Hein, on parle par une formation par rapport au P1. Par les baptêmes, c'est par rapport à la région. Ça veut dire, à la plage, on peut le faire à 1000 dinars. Juste à la plage, parce que juste à côté des clubs, on n'aura pas besoin de l'embarcation et ainsi de suite. Quand on aura besoin de l'embarcation, on commence à se déplacer, ça veut dire le tarif commence à monter selon le site. Maintenant, on peut partir de 1000 dinars jusqu'à 4000 dinars. On le fait aussi dans des piscines pour les enfants? Oui, on le fait. Là, on fait l'initiation par rapport aux gens, surtout, même pour les adultes, pour les enfants ou pour les adultes. Là, pendant la période d'hiver, quand la mer elle est agitée, on ne peut pas accéder à la mer. On se tourne vers quelque chose de plus sûr. Quoi. Exactement, par rapport au privé, ils marchent, ils sont là, ils nous accompagnent malgré... On paye, mais symboliquement. C'est pas cher, on paye pas trop cher. Ce qui fait, ils sont là par rapport à la première plongée, la deuxième plongée, la troisième plongée. Tant que la mer elle est agitée, on profite dans les piscines pour faire l'initiation des enfants et des adultes. On a commencé, déjà, on a fait une formation 3 palanquets. On a fait l'initiation dans la piscine. Ça veut dire des gens ils ont fait le vidage de masque, ils ont commencé à avoir le scaphandre, à avoir leur bouteille dans la piscine. Ça veut dire la mission elle était plus facile quand ils ont accédé à la mer. Alors il y a... Vous êtes en P1, P2, P3 Moi je suis un P3. Oh bravo, c'est pas mal, c'est pas mal, excellent. Ouais. Allez-y Soumaïa. Alors non, je t'en prie. Donc il faut... C'est bien, j'ai oublié la question. C'est de ma faute. Bon, non, c'est pas grave, ça revient. Donc en fait, il faut être équipé, voilà, c'est bon, c'est revenu. Donc il faut être équipé justement pour plonger. Et il faut un langage donc assez, un langage qu'on utilise et quand on initie justement les gens qui viennent vers vous, qui sont peut-être passionnés ou pas, ou qui découvrent pour la première fois donc la plongée, à justement à ce langage. Oui, exactement. Là, on commence le briefing. Le briefing il y a les zéros, il y a les... Mais ça veut dire... la question c'est est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? On doit répondre. Ça, c'est OK. C'est OK, ça veut dire s'il y a un problème, on fait comme ça. Voilà. Ça veut dire que je suis en difficulté. Il y a le froid quand il s'agit de froid, la migraine, non, ça veut dire là, on commence à délirer. Là, ça veut dire plein de plongée, on doit remonter. Il y a beaucoup de gestes. Bon, on est en train c'est pas une science exacte, on est en train de découvrir. Il y a des gestes qui sont classés par la façade. S'il y a d'autres gestes, on est en train c'est un monde à découvrir. On peut créer d'autres gestes. Mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux initiations, au prix, on est très raisonnable parce que là, c'est un mouvement associatif. Ça veut dire la subvention de l'État, on reçoit uniquement à ce jour, si on reçoit de l'aide juste par rapport à la direction des jeunesses et des sports, que je remercie, la commune ne nous aide pas. La seule aide qu'on a eue, c'est qu'on a pu avoir une assiette opposée notre siège. C'est la seule Pied dans l'eau d'ailleurs? Non. Juste près, front de mer, on est au milieu du front de mer de Beni Hawa. Ça veut dire que c'est la seule aide. Mais je vous ai dit que notre objectif, c'est avoir l'autofinancement du club d'un côté. Et de l'autre côté, c'est former des jeunes qui vont venir prendre le flambeau. Là, on ne va pas rester toute la vie. C'est sûr qu'un jour ou l'autre, on va disparaître. On veut transmettre cet amour de la mer et préservation du fond marin aux jeunes qui viennent se former chez nous. Et pourquoi pas, demain, ils seront eux responsables de ce club. Tu peux rester combien de temps sous l'eau? Mon record sous l'eau, autant que chasseur ou autant que plongeur. Parce que là, les deux, allez. En tant que chasseur, mon record c'était 2 minutes. Mais là, on commence à vieillir. Je chasse plus parce que c'est occasionnellement on le fait. C'est pas tous les jours. Là, on est trop occupé par le club. Par rapport à la plongée, mon record c'est 59 minutes.
D'accord. C'est bon. Par rapport à la Moi, j'y connais rien, mais ça semble bon. Non, ça semble bon. Non, par rapport, c'est parce que là, c'est l'autonomie de respirer. Il faut savoir le faire. Il faut le savoir. C'est pas ne pas avoir le trac. C'est pas évident. Vous avez de la chance, vous êtes dans une très belle région, Bni Hawa, est à visiter, absolument. Et Madame, vous avez de la chance d'être souvent sous l'eau et c'est pas mal. La visite. Ça aussi, c'est à visiter. Hein. Non, je voulais dire que Canal Algérie, elle est invitée. L'invitation, elle est ouverte du 1er janvier jusqu'à 31 décembre, sans citer l'année. Ça veut dire que vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Tout le temps. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Soumaya Zerouali. C'est un plaisir pour moi d'être là et partager cette passion à travers vous pour que tous les Algériens connaissent notre club et viennent le visiter. Puissent y avoir accès en fait. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, merci beaucoup. Merci. Vous êtes un homme chanceux. Hein. Merci mon ami Abdelkader Benrenno ici présent. Donc merci Soumaya Zerouali. Passez une excellente journée. Elle est pleine de vie. Elle est toute joviale. Je cite là. Donc, ça me fait plaisir d'être là avec toi aussi. Oui, moi aussi. Et elle est tout aussi joviale que toi, Hayat Zerrouk. Et c'est tout de suite sa chanson qu'on va écouter. C'est pour que tu parlais de moi. Et voilà, c'était la Hayat Zerrouk qui nous parlait de paix et de hna. Et bien sûr, c'était pour accueillir Mariam Moussaïd ici présente. Bonjour Mariam. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Ça va Radia? Oui, ça va très bien. Vous avez été à Bourj Bouariri? Oui, il faisait très froid. Ah ouais, j'imagine. Hein, oui, cette île, c'est très froid par cette saison. Effectivement, oui. Donc la semaine dernière, je me suis rendue à Bourj Bouariri. Donc on a été voir, donc l'équipe et moi-même, une huilerie donc, qui est semi-moderne. Donc c'est une différence. Alors tout à l'heure, je plaisantais comme ça à l'antenne, je disais semi-moderne ou semi-traditionnel. Alors oui. On se positionne comment? Alors, un peu plus traditionnel ou un peu plus moderne? En fait, un peu plus traditionnel quand même. Donc on le verra dans le reportage. En fait, c'est quoi le principe? C'est qu'ils ont gardé la trituration avec des pierres, donc à l'ancienne. Donc on triture les olives de cette manière-là. Ce qu'on a, on va dire, ce qu'on a gardé aussi, c'est la manière dont on extrait aussi l'huile, donc la décantation. Donc on a gardé aussi cette manière de procéder. Et on a introduit quand même quelques petites modifications quand même qui donnent on va dire, un goût particulier, une qualité à l'huile qui fait la différence. Hein. Et il faut savoir que les gens de la région apprécient on va dire très spécialement cette huile-là. Une huile vierge, bien vierge, qu'on va découvrir peut-être dans le reportage avant de continuer. Oui, je pense qu'on va regarder le reportage et on pourra après commenter. Dans la région de Bourj Bouariri, la récolte des olives bat son plein. Les sacs et les caisses remplis d'olives fraîchement cueillies attendent d'être pressés. Face au dilemme généré par le choix entre une huilerie traditionnelle ou moderne, les frères Hamadouche ont opté pour une huilerie semi-moderne, et ce, pour répondre aux exigences des oléoculteurs. المعصرة هذه على كل حال احنا جدودنا عندهم بكري من 1910 و15 عندنا المعصرة
مي هذه عندها 5 سنين 6 سنين. هذه الزيت نتاعها يجي عنده القو، عنده البنه، عنده الاخر، عنده التقاليد نتاع بكري. بقينا نستعملوا التقاليد نتاع بكري. درنا شويه المودرن على اجل باش تخرج لا كاليتي، تخرج نعصروا في الوقت، يعني ما عندناش مشكل اللي جانا نحيولو في الوقت، باسكو كانت سهوله، باسكو بكري كان يجيب الزيتون تاعو يحط الزيتون تاعو، لازم يبات، لازم يقعد يومين 3 باش يخرج الزيت تاعه. مي درك هكذا كي دخلنا لا مودرن صور بلاص نعطيو له الزيت تاعو اللي كل يوم مرتاح، ما يدخلوش الظن باللي حوايج ولا، باسكو بكري كان الزيت يبات عند الفورنو عند السخانه، مي درك العكس، يعني صور بلاص نرحيو الزيت ويشوف بعينو وتخرج لا كاليتي ما شاء الله. Cette huilerie a gardé le triturage avec 2 meules de pierre. Ensuite, la pâte est placée dans des scourtins pour être pressée traditionnellement. Une étape qui donne ce goût caractéristique des huiles pressées à l'ancienne, que préfère une grande partie des consommateurs algériens. Ce genre de huilerie, soit traditionnelle ou bien semi-moderne, trouve des difficultés énormes au niveau de la partie de la presse, où il y a un phénomène, ce qu'on appelle le phénomène de l'émulsion. Quand les olives sont vertes, elles sont très riches en pectine. Au moment de malaxage se constitue une sorte d'émulsion. Donc ce phénomène rend le process est pénible et difficile à le pratiquer. Cette amélioration consiste aux olifacteurs d'avoir acquérir, c'est-à-dire les presses à pivot. Ce pivot-là, il permet, c'est-à-dire d'avoir facilité le process de pressage des olives. Ce pivot-là, il permet à la stabilité des scourtins, ici, et de mieux maîtriser le process de pressage, même si les olives elles sont vertes. Une fois pressé, le liquide est collecté dans des bassins de décantation pour séparer l'huile de l'eau, et ensuite le précieux liquide est récupéré dans des cuves en inox pour être conditionné. Maintenant, la qualité d'huile des huileries semi-modernes ou bien classiques, traditionnelles, il y a un défaut qui n'est pas vraiment à l'intérieur de la structure d'huile d'olive, parce qu'on peut trouver une huile stable, une huile de qualité, mais avec le défaut de scourtin. Scourtin, c'est le caractère principal de ces huileries. C'est une huile très demandée au niveau de la région, de toute la région. C'est pour cela, c'est une très bonne huile en matière de physico-chimique. Seulement, ce défaut-là peuvent déclasser une huile de l'extra vierge à la vierge. Mais en matière de consommation, elle reste toujours, c'est une très bonne huile à consommer. C'est tout un art, Myriam. Ah oui, c'est tout un art, c'est toute une méthode, voilà, à l'aboutissement. Donc cette huile qu'on aime bien, très parfumée, avec laquelle on aime cuisiner. Exactement. Donc avec le goût scourtin, donc comme l'expliquait donc Monsieur Guessous, qui est chercheur donc en oléoculture, c'est vraiment un professionnel. Donc ce qu'il nous expliquait, c'est que c'est une huile, donc les huileries traditionnelles, ce sont des huiles de bonne qualité, mais on ne va pas les classer dans l'extra vierge ou alors l'huile vierge, pour la simple et bonne raison que généralement pour que ça soit de l'huile extra vierge, il faut que ça soit des huiles ce sont des olives qu'on doit cueillir vertes et qu'on doit on va dire presser dans l'immédiat, chose qu'on ne fait pas dans le traditionnel. On va laisser un petit peu les olives mûrir sur les arbres, donc ramener plutôt des olives noires bien mûres, et c'est ça en fait. Et il y a aussi le scourtin, donc c'est ces espèces de filets où on place la pâte d'olive et qui est pressée. Et en fait, c'est ça qui va donner ce goût très caractéristique que pratiquement on apprécie tous. Hein. On a tous ce petit goût, on aime l'huile d'olive à l'ancienne, comme on l'a mangé autrefois. Et c'est resté en fait. Donc les huiles extra vierges et vierges, ce sont des huiles plutôt, on va dire, qui ont, même en cuisine, on ne va pas les cuisiner de la même manière qu'on cuisine, on va dire, une huile traditionnelle.
Absolument. Voilà. De toute façon, et là, ce qui fait plaisir, c'est que sur les étals des différents commerces, donc on trouve une abondance de marques algériennes d'huile d'olive extraordinaire, hein. Oui. Très appréciée. Oui, effectivement. Donc on retrouve déjà une gamme, on va dire une gamme assez intéressante, donc de l'extra vierge jusqu'à l'huile d'olive de table, on va dire ordinaire. Mais comme il expliquait, en fait, pratiquement, étant donné que ce sont quand même du moment où elles sont conditionnées, donc c'est des huiles qui sont passées, on va dire, par des tests, qui sont vraiment, on va dire, elles sont pas mises comme ça juste en bouteille. Donc vraiment, on va dire, elles ont passé un processus de sélection et tout. Donc il faut qu'elles répondent à certaines normes, et elles répondent. Donc on a quand même le choix. Mais il y a, on va dire que on a une petite préférence peut-être d'aller faire un tour jusqu'à la presse et de rentrer dans ce monde-là, parce qu'en fait c'est réellement un monde, hein. Donc ils se côtoient déjà entre eux, les oléoculteurs se rencontrent, donc on parle, on va dire, peut-être que ça va paraître des discussions anodines, mais en fait au fond non, on essaye de voir la quantité, cette année, on va dire, qu'est-ce qu'on a récolté, la récolte est bonne ou moins bonne, les problèmes qu'on a rencontrés, donc c'est tout un monde. Et donc étant donné qu'il y a des professionnels qui se rendent dans ces huileries, parce qu'en fait ces huileries semi-modernes ou modernes, il y a des gens qui accompagnent, donc il faut vraiment surveiller tout le processus, et à partir de là, ils collectent des informations précieuses à propos de la production nationale et de toute, on va dire, que ce soit problème ou autre, hein, que rencontrent ces producteurs. Merci en tout cas pour cette virée à Bordeaux-Barredi. Merci, merci à vous. Très intéressant. Et voilà, du coup, moi j'ai déjà le parfum de l'huile d'olive comme ça. Oui. C'est incroyable. Oui. Vous parliez, moi j'avais déjà senti le parfum. De mémoire, hein. On a le goût de mémoire. C'est bon. Oui. C'est bon, et d'ailleurs, voilà, un plat avec une abondance d'huile d'olive ce soir. C'est une bonne salade. C'est clair. Comme ça, surtout avec les temps qui courent, c'est bon. C'est ce qu'il faut faire. Oui. Merci beaucoup, hein, Maryam. On attendra la prochaine virée. Inch'Allah. Voilà, on verra la où on vous amènera. Inch'Allah. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Et on va tout de suite, mesdames, messieurs, retrouver Saïd Fellek qui est en direct du Cameroun ce matin pour parler du match que disputeront les Verts ce soir. Mais avant, on va planter le décor avec la dernière conférence de presse donnée par le sélectionneur national Djamel Belmadi. Tout de suite. Présent en conférence de presse de veille de match contre la Guinée équatoriale, l'entraîneur national Djamel Belmadi a répondu aux questions des journalistes présents à Douala. Le coach national est revenu sur l'état d'esprit du groupe, notamment le moral des joueurs. L'état d'esprit est tout simplement tourné vers un succès sur ce deuxième match. En tous les cas, c'est les ingrédients que l'on va mettre sur cette deuxième rencontre, qui s'annonce aussi difficile sûrement que la première. Abordant cette deuxième rencontre, Djamel Belmadi prend son adversaire au sérieux. Et je vous ai dit, en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. On a pu le voir sur toute cette phase, ces premiers matchs de qualif, de ce premier match de cette phase finale. On a vu que toutes les équipes, les grosses équipes, ont eu des difficultés parce que le niveau, l'écart, c'est largement amoindri. Toutes les équipes sont d'un niveau, de bon niveau. C'est une équipe qui est capable évidemment de poser problème. Elle a posé des problèmes dans ce groupe de qualification Coupe du Monde jusqu'au bout à la Tunisie. C'est une équipe qui est capable de marquer, qui a une connotation latine, notamment espagnole, de leur football, puisque une majorité d'entre eux sont nés et ont grandi en Espagne. Donc effectivement, beaucoup de similitudes avec ce foot. L'occasion pour le coach national de mettre l'accent sur certains paramètres qui compliquent la tâche de son équipe, notamment l'état de la pelouse. C'est vrai que ces conditions-là, ajoutées aussi à cette pelouse qui facilite pas, je ne dis pas qu'elle est catastrophique, ça serait mentir que de dire ça, mais elle n'est pas de niveau qui permet une fluidité totale et ce qu'on espère des grands tournois comme une Coupe d'Afrique. On s'entraîne tous les jours à 17h. Donc on voit que déjà à 17h, c'est déjà le climat est totalement différent qu'à 14h. Le seul petit souci, c'est qu'on va jouer de suite derrière le match Sierra Leone-Côte d'Ivoire sur une pelouse qui est déjà à la base pas top. Donc il y a un petit souci de ce côté-là. Mais je vous dis, nous,
on doit faire avec, crier au loup et tout ça, ça ne fera pas avancer nos affaires. On mettra toute la détermination qu'il faut avec, peu importe la pelouse, peu importe le climat. On jouera pour gagner et on espère de tout cœur remporter ces 3 points-là. Comme à son habitude, l'entraîneur des Verts a abordé plusieurs sujets concernant la CAN et son équipe. Il est prêt pour la suite de la compétition avec comme objectif tout gagner. C'est le moins qu'on puisse espérer pour l'équipe des Verts. Et tout de suite, on retrouve Saïd Fellek en direct du Cameroun pour les dernières nouvelles concernant notre équipe. Ah, oui. Saïd Fellek n'est pas prêt, on me dit à l'oreillette. Donc, voilà, je pensais qu'il était déjà là. Donc... Alors, Saïd, est-ce que vous êtes là? Ça a coupé un petit moment. Oui, bonjour. Oui, Bonjour. oui, je suis bien là. Bonjour, eh ben, ravi de vous retrouver encore une fois pour parler des Verts et des coulisses justement de cette CAN 2022. Voilà, donnez-nous le plus frais, hein. Vous êtes sur place et vous êtes mieux placé pour nous en parler. Effectivement, la sélection nationale là, qui a effectué hier soir son ultime séance d'entraînement avant d'entamer son parcours plutôt d'enchaîner avec un deuxième match dans cette CAN face à la Guinée équatoriale. Évidemment, le moral des joueurs est au beau fixe. La séance d'entraînement s'est tenue à huis clos, même si on a eu droit aux 15 premières minutes où on a pu un petit peu interviewer quelques joueurs. À noter aussi qu'il y a eu 4 joueurs, plutôt 3 joueurs qui étaient absents lors de cette séance d'entraînement et qui sont d'ores et déjà forfaits pour cette rencontre, à savoir Ramiz Zerouki, Edmounès et le gardien Mustafa Zarba. Le coach national, Jamal Belmadi, justement, s'est exprimé hier en conférence de presse, où il est revenu un petit peu sur cette partie. Oui, oui, Saïd, vous êtes toujours là? Je pense que vous m'entendez. Oui, je vous entends, là, et je vous vois même. Voilà, l'image est revenue aussi. Il y a eu un petit souci de connexion. Donc, je disais que le coach national a évidemment longuement parlé sur cette rencontre attendue face à la Guinée équatoriale. Évidemment, il reconnaît que ce sera une tâche compliquée pour les Verts, même s'il demeure assez confiant, notamment les chances de son équipe de l'emporter. Pareil, idem pour les joueurs qui se sentent désormais bien prêts et qui veulent se racheter surtout auprès de leur public après cette, si on peut parler de déconvenue, lors du premier match face à la Sierra Leone. Il faut savoir aussi que la pelouse risque de poser problème puisque déjà elle ne se trouve pas dans le meilleur état possible, et sachant qu'aujourd'hui à 17h il y a un match qui est programmé sur cette même pelouse avant celui de l'Algérie, donc ce match qui va opposer la Côte d'Ivoire à la Sierra Leone. On espère au moins que la pelouse sera praticable, car on sait que l'Algérie, à chaque fois qu'elle évolue dans une pelouse plutôt bonne, elle parvient à mieux jouer et surtout à marquer un maximum de buts. Là, au Cameroun, on est au plus près de cette équipe nationale, on sent beaucoup d'optimisme et je pense que pour la rencontre de ce soir, on espère évidemment une victoire, comme ça, ça sera un petit peu le commencement de ce nouveau chapitre pour l'équipe nationale ici au Cameroun. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Saïd Fellek. Je rappelle que vous êtes en direct du Cameroun. L'équipe disputera ce soir donc son match, un match décisif. Est-ce qu'on peut parler de match décisif justement, Saïd Fellek? On ne peut pas parler de match décisif puisque même en cas de défaite, ou de match nul, l'équipe nationale maintiendra ses chances de qualification lors du 3e et dernier match de ce groupe E face à la Côte d'Ivoire. Il suffit d'avoir au minima 3 points pour passer au deuxième tour comme meilleur 3e, puisque on a les 2 premiers qui se qualifient d'office, plus les 4 meilleurs 3e. Donc on ne peut pas parler de match décisif, mais on peut évoquer évidemment un match ultra important pour l'équipe nationale, ne serait-ce pour la confiance, pour l'image que veut un petit peu
véhiculer cette sélection algérienne tenante du titre. Hein. Donc elle devra un petit peu imposer sa loi face à cette équipe équato-guinéenne qui reste une équipe assez intéressante. On l'a vu, elle a mis en difficulté la Côte d'Ivoire lors de son premier match. Elle a démontré pas mal d'aspects, notamment techniques. C'est une équipe joueuse et je pense qu'il faudra faire attention à cette équipe de la Guinée équatoriale, même si je reste persuadé que l'équipe algérienne, avec toute l'armada de joueurs dont elle dispose, peut aisément s'imposer face à cet adversaire. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Merci Saïd Fellek, vous étiez en direct du Cameroun avec nous ce matin. Merci malgré les heures tardives justement que vous impose cette mission au Cameroun. Merci pour tout ceci et merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. On souhaite bonne chance à notre équipe nationale lors de ce match qu'elle disputera face à la Guinée équatoriale. Alors, Mariam, vous serez où pour voir le match? À la maison. À la maison. Ah oui. Les enfants autour. C'est clair. J'imagine l'ambiance, mon Dieu. Oui. C'est super. Et bien nous aussi, on sera derrière vous les Verts. Bon vent et bonne chance pour ce soir. Le match sera disputé